Préparez-vous bien, aujourd'hui ça va être long. Yo les boys et girls, c'est Ashibal pour la 4e partie de Cheval indien de Richard Wagamessé. Aujourd'hui, évidemment, le chapitre du chapitre 25 à 32, donc toujours autant de chapitres, toujours 8. Sauf que cette fois-ci, j'ai calculé et on est sur 52 pages, alors que le téléphone est à peu près sur 30, 35. Et c'est probablement la fois où que je vais lire le plus en une seule vidéo. Donc préparez-vous, ça va probablement dépasser le 70 minutes. Si vous devez le lire, tant mieux pour vous. Ça va être très utile. Sinon, si vous voulez vraiment le lire sans avoir le livre, bonne chance. On s'était quitté sur... Devant la voiture de Fred Kelly, le père le boutier a contemplé les arbres au bout du champ. Je l'ai vu avaler la grosse boule qu'il avait dans la gorge avant de se tourner vers moi. Ne sachant quoi faire d'autre, j'ai tendu la main. Il l'a serré fermement, puis il m'a tiré vers lui. J'ai senti ses doigts se refermer sur ma tête. « Que Dieu t'accompagne », a-t-il murmuré. Chapitre 24. C'est faux. C'est faux. On vient de finir le chapitre 24, donc c'est le chapitre 25. Manitouadje veut dire caverne du Grand Esprit en Ojibwe. C'est drôle dans la mesure où la ville doit son existence à l'activité minière. À Manitouadje, tout le monde travaillait dans les mines ou dans les scieries. Fred Kelly avait quitté la réserve de Pick River pour y installer les siens. Il avait rejoint la trentaine de familles Ojibwe établies dans un quartier adjacent que les locaux appelaient le village indien. Ses résidents, eux, parlaient plutôt de la résistance. De la résidence. Bien vite, j'ai compris qu'il existait à partir du carrefour de Sanderson Road et de Township Road 11 une frontière invisible qui, au sud de tout le monde, faisait partie intégrante de la géographie locale. La ville proprement dite était peuplée d'hommes durs et étroits d'esprit, et de leurs femmes loyales, et des blancs-becs qu'ils avaient mis au monde, tous chahuteurs et grossiers. Le samedi soir, des combats éclataient dans le stationnement du Merle's Old Time Saloon, et des danses folkloriques effrénées se tenaient dans le hall de la Légion. On y voyait des bateaux pour la pêche à l'achigan, des motoneiges, des motocyclettes. Et on y jouait fortuitement à la taloche, un jeu de plouc qui consiste à se pencher sur la vitre ouverte d'une voiture ou d'une camionnette pour taper un Indien, sur le trottoir ou dans la rue. 50 points pour un coup de tête à la tête, 20 points pour les autres parties du corps. Tout cela, je ne l'ai appris que plus tard. En ce premier jour de la fin de l'hiver 1966, je n'ai vu que la ville noyée dans le gris envahissant du dégel. La patinoire emménagée derrière la maison de Fred Kelly avait presque entièrement disparu, mais c'est la première chose qu'il m'a montrée à notre arrivée. Sa cour, immense, s'étendait jusqu'à un affleurement de granit rose, et la patinoire était de taille réglementaire. À cette vue, j'ai senti ma poitrine se desserrer un peu. Une grande femme sèche, arborant un grand large sourire, a ouvert la porte de derrière. Les bras autour de la poitrine, elle dansait sur place, dans la brise glaciale. « Fred, mon amour, il a besoin de nourrir plus que de hockey, ce garçon. » Entrez et faisons connaissance, comme des êtres civilisés. En riant, Fred m'a doucement poussé vers la maison. La popote, c'est la règle numéro 1 de la mère. Et elle fait toujours à manger pour une armée. La maison était bondée. Les Kelly avaient 3 fils. Mariés, Garrett et Howard étaient là avec femme et enfants. Putain, le mec s'appelle Marié. S'il avait jamais été marié, ça aurait été le comble du malheur. Hein? Le cadet, Virgile. Ah non, merde! Marié, en fait, non, c'est marié, Garrett et Howard étaient là avec enfants. Femme et enfants. Le cadet, Virgile, était un imposant garçon de 17 ans. Quand Fred m'a présenté, Virgile, d'un air amical, m'a toisé de la tête aux pieds. En fait, c'est Garrett et Howard, ça doit être les... En fait, marié, c'est pas le nom d'un mec, quoi. Je suis rendu du con. D'un air amical, m'a toisé de la tête aux pieds. Il est petit, a-t-il dit en me serrant la main. Oui, mais il joue comme si il était gros. Il n'aura pas le choix de toute façon. Virgile était le capitaine des Orignaux. C'est comme être un chef, t'ai expliqué. C'est une question de famille et de relations. Avant moi, Garrett était capitaine. Le titre s'est transmis. Les autres, ils vont pas t'accepter tout de suite. Pourquoi? Ai-je demandé. 2 raisons. Nous étions assis à la table de la cuisine, devant des bols de soupe et de la bannique, de la vraie nourriture que j'ai dévorée à pleines dents. Premièrement, t'es pas d'ici et tu prends la place d'un autre.
Deuxièmement, t'es gros comme un pou et ils vont se dire qu'ils vont devoir te protéger, te défendre. Pas de danger. Et je dis, faudrait que tu fasses tes preuves. Mon père dit que tu joues bien en démon, mais faudrait que ça se voit sur la glace. Tu vas en arracher. Après, nous avons mangé en silence. Ensuite, Martha m'a montré ma chambre. Puis nous sommes allés m'acheter des vêtements. Personne n'avait jamais dépensé un sou pour moi. Devant des miroirs avec de nouveaux pantalons aussi rigides que du carton et des chemises raides et flambant neuves qui me serraient le cou, j'ai éprouvé de drôles de sensations. Enfin, Fred m'a amené au magasin de sport, où nous avons acheté mon premier équipement. J'ai enfin eu des patins à ma taille, et aussi un bâton de la bonne longueur et du matériel qui ne flottait pas sur moi. J'étais impatient de sauter sur la glace et de faire l'expérience d'un attirail bien ajusté. Le premier entraînement a eu lieu le soir même. Dans la cuisine des Kelly, j'ai vu mes nouveaux coéquipiers, tous monumentaux, arriver un à un. C'était encore des garçons, mais on aurait dit des hommes, sérieux, graves, résolus. Ils m'ont ignoré. Après avoir salué les membres de la famille, ils sont sortis par la porte de derrière. Dans la cour se trouvait une remise que Fred avait dotée d'un poêle à bois. Je les ai suivis sur les talons de Virgile. La patinoire était éclairée par des ampoules nues. Elle se terminait abruptement dans l'ombre et les rochers et aux formes arrondies ainsi que les arbres aux membres grêles formaient un arrière-plan un peu inquiétant. La remise où brûlait un feu généreux était chaude comme un four. Derrière, l'odeur de la sueur et du cuir, j'ai reconnu celle, piquante, de la pommade et d'un mélange entêtant de pète, de tabac et de gomme à mâcher. Le sol, jonché de pièces d'équipement, était recouvert d'un épais matelas de caoutchouc. Les joueurs étaient dévêtus à des degrés divers. Caleçons longs, bas de hockey, supports athlétiques, épaulières. J'ai observé leurs préparatifs. Le mouvement circulaire des mains qui fixaient des jambières à des mollets au moyen de rubans adhésifs. Des jambières mises en place à coups de poing. Des lancers serrés avec des grimaces. Les gardiens de but à plat ventre sur le sol pendant que d'autres attachaient les courroies de leurs jambières. Les orignaux étaient des soldats qui se préparaient au combat. Et je suis resté là, le sac à la main, paralysé. Dans cette petite cabane, l'énergie qui se dégageait de ces garçons rappelait celle d'obus sur le point d'exploser. Qui est-ce qui a du ruban? Maudite coudière, il me faut des neuves. Elle ne reste pas en place. T'as qu'à les clouer, tu joues à la défense. 5$ pour le premier but. C'est de l'argent trop facile. En allant m'asseoir à côté de Virgile, j'ai senti quelques joueurs m'épier du regard. Mais personne ne m'a rien dit. Ils se parlaient plutôt entre eux, murmures, grondements, jurons. Dès qu'un joueur était prêt, il marchait lourdement sur le matelas en caoutchouc et sortait dans l'air glacial de la nuit. Après avoir serré au maximum les lacets de mes patins neufs, j'ai mis du ruban autour de la lame de mon bâton et j'ai éprouvé sa résistance en m'appuyant dessus pour faire plier le manche. Fred est entré et m'a lancé un chandail. C'était le mien, m'a-t-il dit. Je l'ai porté à mes débits avec les orignaux. Il m'a aidé à l'enfiler avec mes épaulières. Merci, ai-je dit. Vas-y mollo, Saul. Compris? Ne te laisse pas emporter trop vite par le jeu. Commence par étudier l'équipe. Réunis toutes les informations possibles sur les gestes des joueurs, ce qu'ils font avec la rondelle, leur interaction, leurs points faibles et identifie les plus vulnérables. Au début, ils vont te narguer. Ils vont se moquer de toi. Mais certains risquent même de s'en prendre à toi. Ne précipite pas les choses. Puis, quand tu seras prêt, fonce. D'accord? Ouais, je dis. Nerveux? Un peu. Parfait. On y va. Je suis resté devant la porte ouverte de la patinoire, ébahi par la taille et la vitesse de mes coéquipiers. Je sentais la brise qu'ils créaient en passant devant moi pour s'échauffer. L'un d'eux m'a accroché au passage, et après avoir tourné sur moi-même, je suis tombé un genou sur la glace. Tout le monde a ri. Les joues enflammées, j'ai commencé à patiner au centre, à bonne distance des bandes. Virgile est passé près de moi. « Patine !» a-t-il sifflé. J'ai accéléré, augmenté progressivement ma vitesse. J'observais les autres, ainsi que Fred l'avait suggéré. Ils étaient puissants, mais ils tiraient leur vitesse de leur force brute et non de leur technique de patinage. Et ils augmentaient la cadence, leurs lames produisaient des cognements caractéristiques. Pourtant, c'était les joueurs les plus rapides et les plus fluides que j'ai vus. J'ai tout de suite repéré ceux qui tournaient plus facilement à droite ou à gauche. J'ai identifié ceux qui étaient trop penchés sur leurs genoux pour mieux contrôler la rondelle. J'ai fini par patiner avec les autres le long des bandes, sans toutefois laisser voir toute la vitesse dont j'étais capable. Quand la partie a débuté, je suis resté en retrait, près de la rampe. Les autres me jetaient des regards curieux. J'étais trop absorbé par le jeu pour m'en inquiéter. L'équipe déplaçait la rondelle avec une rapidité et une force inédites pour moi. Leur structure était au point et le jeu se déployait avec une netteté pondérée, calculée et dans les deux sens de la glace. Mais bientôt, j'ai compris le mouvement. Sous le jeu se déploierait, comme
comment tel ou tel joueur réagirait. Lorsque je suis passé devant Fred Kelly sur le flanc droit, il a souri et hoché la tête. Ils m'ont aussitôt attaqué. Ma tête arrivait à la hauteur de la poitrine de la plupart des joueurs. Ils m'écartaient tout simplement de leur chemin. Ils m'accrochaient avec leurs bâtons, me retenaient par le chandail, ils étaient incroyablement forts. Ils m'ont fait trébucher et ont ri en me voyant tomber sur la glace, les quatre fers en l'air. Ils m'ont plaqué dans la bande. Ils se sont servis de leur masse pour m'y enfoncer. Je patinais avec déconcentration, rongeant mon frein. Décontraction, rongeant mon frein. Personne ne me faisait de passe. Quand la rondelle s'est retrouvée dans un coin où trois joueurs se la disputaient le long de la rampe, je me suis approché, je leur ai subtilisé le disque au bout de mon bâton. Pivotant sur une lame, j'ai donné une poussée et je me suis enfin retrouvé seul devant mon propre but. En prenant un élan, j'ai foncé vers la bande opposée. Du côté droit, Virgile a frappé sur la glace, réclamant une passe. J'ai attendu. Ayant franchi la ligne de centre, je me suis avancé vers la ligne bleue, où le plus gros défenseur des Orignaux a fait le premier geste. Lorsqu'il s'est lancé pour m'enlever la rondelle, j'ai vu Virgile obliquer vers l'espace libre qu'il venait de se créer. Je lui ai refilé le disque sur le bâton tendu du défenseur. Virgile était seul avec le gardien, qui l'a déjoué d'un tir bas du côté du bâton. Je suis retourné m'asseoir au banc. « Belle passe !» commentait Virgile. « Essaie ça encore une fois pour voir Morveux !» a dit le défenseur en passant devant moi d'un ton plein d'amertume. Fred a souri derrière la bande. Après un coup de sifflet, je me suis installé au centre pour prendre une mise au jeu. Je l'ai perdu, mais la rondelle restait tout près. Je m'en suis emparé. Après 3 enjambées, j'ai été lancé. Sachant que les défenseurs tenteraient de bloquer le centre, j'ai foncé droit sur eux. Dès qu'ils se sont compromis, j'ai effectué un virage abrupt, calé sur les lames de mes patins, la rondelle collée à la palette de mon bâton. Fin seul, l'autre joueur d'avance s'est avancé à vive allure du côté opposé. Je lui ai fait une passe vive, précise, et il s'est échappé. Il n'a pas marqué, mais j'ai saisi le retour de son type frappé. J'ai franchi les 4 mètres qui me séparaient du but. Après une feinte à droite, j'ai choisi le côté gauche et soulevé le disque sous la barre transversale. En signe de frustration, les défenseurs ont cogné sur la glace avec leur bâton. J'ai regagné le banc sous les regards de tous. Virgile m'a donné un petit coup sur les jambières avec son bâton. Les autres sont restés cloués sur place pendant que je me laissais lourdement tomber sur le banc et j'ai entendu quelques murmures d'appréciation. Après, les choses se sont corsées. Chaque fois que je touchais le disque, un couvreur se ruait vers moi. Les autres ont utilisé leur taille pour me sortir du jeu. Ils m'obligeaient à me déporter le long de la rampe et m'y maintenaient grâce à leur poids et à leur masse. Ils tapaient sur le manche de mon bâton avec leur, ou misant sur leur force, se contentaient de le soulever. Ils m'ont fait travailler comme je n'avais jamais travaillé. Pendant un moment, ils ont réussi à me contenir parfaitement et je me suis laissé gagner par la colère et la frustration. Ils juaient lorsque je prenais place sur le banc et poussaient des cris de triomphe chaque fois que j'étais contré. J'avais mal partout, mais surtout à mon amour-propre. À la longue, cette résistance a fait de moi un meilleur hockeyeur. Au lieu de suivre le jeu et de risquer d'être frappé et accroché, je cherchais des espaces libres. Si loin de l'action, personne ne me surveillait. De là, je pouvais exploiter ma force. Je fonçais sur le disque et il ne pouvait ni me frapper, ni me retenir, parce qu'il ne pouvait pas m'atteindre. Je tourbillonnais, je dansais, je m'envolais avec la rondelle. Je n'ai pas marqué d'autres buts ce soir-là, mais j'ai réussi 3 passes de précision chirurgicale. Je n'ai pas non plus encaissé d'autres coups, je n'étais pas apeuré. Je n'étais pas angoissé, j'étais sous l'emprise du jeu et de sa magie. Quand le coup de sifflet retentit, l'équipe s'est réunie le long de la bande la plus rapprochée de la remise. Appuyés sur leur bâton, les joueurs soulevaient de gros nuages de vapeur dans le froid mordant. Fred Kelly, en faisant claquer sa planchette à pain sur sa cuisse, a jeté un coup d'œil vers moi. J'étais resté près du filet sans savoir où me mettre. Enfin, Virgile a tapé sur la glace avec son bâton et m'a fait une place. Toutes les autres se sont poussées. M'avançant avec lenteur, j'ai pris place dans l'espace ainsi libéré et Fred a commencé à parler. Il a souligné les aspects qu'il voulait que nous travaillions. Il a adressé des remarques précises à certains joueurs. Devant moi, il s'est contenté de sourire. « Bienvenue chez les Orignaux », a-t-il dit. Virgile m'a frappé dans le dos et les autres ont frappé sur la glace avec leurs bâtons et nous avons patiné jusqu'à la remise. Nous nous sommes assis dans la chaleur cuisante du poêle à bois, une serviette autour du cou. Les gouttes de sueur formaient un marécage sur le matelas en caoutchouc. Mes coéquipiers buvaient avidement des boissons gazeuses et de l'eau. Ici là, ils grillaient une cigarette. Les patins et d'autres pièces d'équipement ont commencé à tomber sur le sol. Ils sont restés assis, dévêtus à des degrés divers. Les garçons, presque des hommes, alanguis, détendus et à présent décontractés. Virginie m'a tendu une boisson gazeuse. Soulevant la bouteille, j'ai pris une longue gorgée. Le goût était extraordinaire. Quand j'ai posé la bouteille sur le banc, avant de m'asseoir pour enlever mon chandail, ils ont soulevé les leurs vers moi en silence et ont bu.
Personne n'a rien dit. C'était inutile. J'ai retiré mon chandail et j'ai respiré à fond l'atmosphère qui régnait dans cette petite cabane en bois. J'étais un orignal. Chapitre 26. Pour participer à leur match, les orignaux se déplaçaient à bord de 2 fourgonnettes délabrées qui ne roulaient que grâce aux prouesses mécaniques de Virgile. À cause de son travail, Fred était généralement incapable de nous accompagner à titre d'entraîneur. Virgile portait donc ce chapeau en plus de celui de capitaine de l'équipe. Notre matériel était entassé sur le toit. Nous étions serrés les uns contre les autres, sauf Virgile qui conduisait et le passager qui occupait le siège à sa droite. Pendant ces trajets nordiques accomplis dans le noir, souvent sur 500 km et plus, nous somnolions dans la puanteur des pieds et des haleines dans le bruit des ronflements. Nous nous nourrissions de fruits et de sandwichs préparés par la mère de l'un, la petite amie de l'autre. À chacune des escales, j'avais pour tâche, à titre de recrue, de faire le ménage de la fourgonnette. Nous nous mettions en route le vendredi soir, dès que retentissait la sirène des mines et des scieries. Dans la lumière déclinante du soleil, nous nous enfoncions dans la forêt nordique, en suivant les bancs de neige d'un blanc terne, aux formes arrondies qui bordaient la route. Parce que j'étais le plus petit de l'équipe, je me trouvais invariablement coincé entre 2 joueurs plus costauds. Ils tiraient au sort le privilège de s'asseoir à côté de moi. Comme j'occupais moins d'espace, ils pouvaient prendre leur aise. Souvent, quand les autres dormaient, ils regardaient le paysage défiler par la vitre. Certaines nuits, la lune découpait des ondes spectaculaires. Les arbres devenaient des créatures, dressant leurs multiples bras au-dessus de la route. Les lacs faisaient penser à des plateaux luisants, phosphorescents. Les crêtes et les escarpements étaient des forteresses coiffées de neige. Les rivières descendaient d'un noir plus profond. Je profitais de chaque instant avec bonheur. J'avais renoncé à pleurer ma vie antérieure, l'époque où je vivais dans la forêt avec ma famille. Pendant ces trajets nocturnes, il m'arrivait quand même d'être triste. Que nous nous rendions à Gold River, Long Lake, Red Rock, White Sand ou Ginu Gaming. Oh! Nous étions accueillis à bras ouverts par la collectivité et hébergés par des familles qui s'occupaient bien de nous. Parfois, 5 ou 6 joueurs s'entassaient dans une famille de 12, dans une petite maison recouverte de bardeaux, les corps disposés autour du poêle à bois ou alignés en rangées dans le salon. On nous servait du lièvre, de l'ours et de l'orignal. Le moment venu de jouer, nous nous dirigeons vers la patinoire en pataugeant dans la neige. Nous jouions parfois sur les rivières, des lacs et des étangs. Le plus souvent, on avait emménagé la patinoire derrière le bureau de la bande ou le centre communautaire. Il y avait toujours une cabane en bois dans laquelle les joueurs des 2 équipes se mettaient en tenue. Elles étaient incroyables, ces cabanes. Éclairées par les ampoules les plus fortes, chauffées par des poêles à bois, dotées de tuyaux qui sortaient par trous percés dans le plafond et équipées d'un plancher qui laissait voir le sol. Les bancs devaient être remplacés chaque année parce que quelqu'un finissait toujours par utiliser ceux de l'année précédente comme bois de chauffage. Sur les rampes en contreplaqué, nos lames de patin résonnaient comme des coups de tonnerre dans la blancheur immense. Les patinoires se ressemblaient où que nous allions. Des bandes en bois étayées par des colombages. Derrière les filets, un grillage s'étendait de bout en bout. 3 ou 4 guirlandes d'ampoules tendues au-dessus de la ligne du centre et des lignes bleues, avec peut-être un projecteur monté sur un poteau électrique. Parfois, quelques estrades, mais la plupart du temps, les spectateurs se tenaient autour de la patinoire, épaule contre épaule, et baissaient la tête lorsque la rondelle était projetée à l'extérieur. La glace, cependant, était toujours lisse et bien entretenue. Chaque collectivité la préparait avec soin. Les gens adoraient le sport. Même à 30 sous zéro, avec un vent de face qui balayait la surface glacée et piquait les yeux, ils répondaient présents, battaient des pieds, se serrant les uns contre les autres, tels des pingouins. Ils restaient jusqu'à la fin de la partie puis couraient se réchauffer dans le centre communautaire ou la maison la plus proche avant le début de la partie suivante. On ne pouvait pas rêver d'amateurs plus courageux ni plus fervents. Pour leur bénéfice, nous donnions le maximum. Ces parties étaient des compétitions endiablées et des exploits physiques éreintants. Les Blancs nous refusaient le privilège de jouer dans les arénas, le confort des vestiaires chauffés, des comptoirs alimentaires, des bandes surmontées de baies vitrées, des panneaux indicateurs et même de bancs de joueurs. Dans la neige, au bord de la bande, nous battions des pieds pour éviter les engelures. Les jours les plus froids, nous nous rendions dans la cabane à tour de rôle. Les gardiens se relayaient eux aussi. Nous jouions toujours jusqu'au bout. Aucun match n'a jamais été annulé à cause du mauvais temps. Nous jouions toujours pendant les tempêtes de neige, les grands froids polaires et les redoux soudains qui transformaient la glace en beurre.
Le sport nous rapprochait comme rien d'autre n'aurait pu le faire. Les joueurs et les spectateurs affrontant de concert tout ce que l'hiver leur réservait. Nous célébrions chaque but, chaque mise en échec, chaque passe. Parfois des bagarres éclataient, comme souvent dans ce sport, mais elles n'étaient jamais épreintes d'amertume. Dès la mise en jeu suivante, tout était oublié. Nous étions issus de nations guerrières. Les incidents violents, les gants et les bâtons qu'on laissait tomber sans crier gare, les coups de poing désordonnés et les parties de lutte, reflétaient cette identité. Après, les belligérants se serraient la main. Les spectateurs applaudissaient en tapant des pieds, puis le match reprenait. Partout où nous allions, j'étais accueilli par des rires à cause de mon âge et de ma petite taille. À la fin de ce premier hiver, nous avons joué 5 matchs. Au début de chacun, j'ai resté un peu à l'écart, suivant le conseil de Fred Kelly. Dès que j'en avais assez vu, je m'engageais et les rires cessaient aussitôt. Le niveau de jeu de ces équipes plus musclées et plus aguerries ne m'a pas ralenti. En fait, il m'a poussé vers de nouveaux sommets. À la fin du premier hiver, j'étais devenu un rouage essentiel des Orignaux. Notre arme secrète, disait Buddy Loup Noir. Il n'est pas plus gros qu'une ramure de chevreuil, disait Erwin Oreille à mon sujet, mais il est vif comme l'éclair. Chapitre 27. Dans le Nord, chaque réserve avait une équipe. Dans ces communautés, les Indiens mâles grandissaient avec la certitude de pouvoir un jour porter les couleurs de leur réserve, à condition d'avoir l'âge et le talent nécessaires. Chaque fois que je voyais des gamins chausser des patins décrépits en train de poursuivre une balle ou un bout de canette rempli de terre, je souriais au souvenir des crottes de cheval et des bâtons de hockey cachés dans la neige. Ces équipes étaient l'orgueil et la fierté de ces communautés. Nous devions porter une dizaine de dollars pour prendre part au tournoi. L'équipe victorieuse recevait une petite bourse. De quoi payer l'essence pour le retour à la maison et tout le monde était content. Le match inaugural avait lieu le vendredi soir, dès l'arrivée des premières équipes. Et le tournoi se poursuivait pendant toute la journée du samedi. Le dimanche matin, la finale se tenait assez tôt pour permettre à tous les joueurs d'être au travail le lendemain. Personne ne partait avant la fin. Tout le monde voulait participer aux célébrations de la victoire. Nous ne vivions que pour la cohue des corps, les cris, les applaudissements et le tumulte qui accueillait les champions, qui qu'ils soient. La première partie du voyage de retour était tabageuse. Nous nous remémorions nos moindres présences sur la glace, nos moindres passes, tous les buts, toutes les bousculades. Nous taquinions ceux qui avaient perdu la rondelle ou encaissé une violente mise en échec. Nous rions des distractions et des déconvenues subites. Nous louions nos beaux coups respectifs. Nous nous endormions enfin, c'était pour rêver de hockey. Il en allait de même, je crois, pour toutes les équipes. Chaque week-end, nous nous retrouvions avec le même enthousiasme, entendant impatiemment l'exaltation, soulevée par le contact des lames de nos patins sur la glace. Ce n'était pas à proprement parler une ligue. Le Nord était parsemé de réserves, et avant le premier gel, chaque capitaine indiquait à quel moment sa communauté organiserait un tournoi. Leur information se répandait par le trébuchement du télégraphe mocassin. Pendant le printemps, l'été et l'automne, les joueurs s'entraînaient, couraient, soulevaient des poids et se préparaient en vue de la nouvelle saison. Nous étions des gitans du hockey. Toutes les fins de semaine, nous nous élançons sur une route de gravier pour nous enfoncer en plein cœur de l'extraordinaire paysage nordique. Pendant ces déplacements, nous ne songions pas au fait que nous étions spoliés, exclus d'office des ligues officielles. Nous ne songions pas au fait que nous étions indiens, différents. Nous n'en avions que pour le sport et la fraternité qui nous soudait les uns aux autres en dehors de la glace, dans la fourgonnette, sur le sol en bois des maisons et des réserves, ou dans les relais fréquentés par les camionneurs, ou, en cas de victoire, nous nous offrions le luxe d'un bol de soupe et de hamburger avant de reprendre la route. Le petit bonheur, en somme, qui, réunis, entremêlés, formait une expérience que nous n'aurions échangée contre rien au monde. Nous composions une ligue de nomades, épris de jeu, épris de la route, épris de la glace et de la neige, avec le vent de l'Arctique en plein visage et une rondelle gelée sur la lame de nos bâtons. Fred et Martha Kelly m'ont bien traité. Ils n'ont pas cherché à être mes parents, ils se sont contentés d'être des amis. Virgile et moi sommes devenus inséparables. Il était mon plus grand allié. Jamais je n'ai eu de devoir à faire. Jamais des enseignants n'avaient fait attention à moi. L'idée de l'école était, comme système fondé sur des notes et des exigences, était à la fois nouvelle et terrifiante. Virgile veillait tard pour m'aider dans mes leçons. Il m'a expliqué l'école, montré comment me comporter en classe et m'intégrer aux autres élèves, fourni des trucs et des astuces pour apprendre plus vite. À la maison, je devais participer aux soins du ménage. À Saint-Jérôme, j'avais pris l'habitude du travail.
Tout ce que me demandaient les Kelly, je le faisais, promptement et bien. La première fois qu'ils m'ont remercié pour mes efforts, je suis resté bouche bée. À cause de leur propre expérience à Saint-Jérôme, ils ont compris. La vie à la maison est devenue facile et je m'y suis vite senti à l'aise. Au cours de mon deuxième hiver à Manitou-Wadgay, j'ai repris l'habitude de me lever à l'aube, comme à Saint-Jérôme, et de déneiger la patinoire, puis de m'entraîner avant de partir à l'école. Quand il travaillait plus tard à la mine, Virgile se joignait à moi. Il se servait de sa haute taille et de sa corpulence pour me ralentir, m'accrocher, me retentir et je m'exerçais à échapper à ses tactiques et au collet de son bâton. Pour un homme de sa taille, il était rapide. Au cours de ce deuxième hiver, j'ai presque atteint ma taille maximale, 1,75 m et 63 kg plus ou moins. Je suis donc resté de petite taille. L'été précédent, Virgile m'a initié au poids et haltères. J'étais mince et sec. Malgré tout, il pesait une trentaine de kilos de plus que moi. Je ne laisse pas les adversaires te coincer le long de la bande, répétait-il. Utilise toute la patinoire, autant de glace que possible. Sers-toi de la vitesse pour te donner de l'espace. Pendant nos entraînements, Fred m'envoyait parfois contre 3 joueurs. Il me poursuivait, me frappait, m'accrochait. Chaque fois que je touchais la rondelle, j'avais un couvreur sur le dos. Chaque fois que je me retournais, quelqu'un était là. Face à une telle pression, j'avais du mal à trouver mon rythme, mais j'y suis arrivé. Ces 3 contre 1 m'ont appris à activer ma vision comme à l'aide d'un interrupteur. Quand les coups et les crochets m'empêchaient de jouer, je temporisais, je laissais le jeu suivre son cours. J'observais son déroulement en me contentant de réguler ma respiration jusqu'à ce que la vision descende sur moi à la façon d'un nuage de lumière. Alors la glace, les joueurs et la destination de la rondelle m'apparaissaient aussi clairement que si l'action était projetée sur un grand écran. Pour convoquer ma vision du jeu, j'avais toutefois besoin de l'émotion, du désir de la pureté, de mouvement et du sentiment de liberté que me procurait le jeu. Sur la glace, un jour, dit Virgile après un entraînement, tu pars ailleurs. Comme si tu entrais dans un lieu secret que tu es seul à connaître. Chapitre 28. Nous avons gagné 10 des 15 tournois auxquels nous avons participé au cours de ce deuxième hiver. Nous avons marqué des buts à profusion. Fred Kelly avait déclaré que nous formions un groupe de guerriers sur patins. En général, il m'employait sur 3 trios. Je jouais donc presque 40 minutes par match. Mais jamais je ne perdais ma concentration. Les autres joueurs de l'équipe ne se plaignaient pas. Pourquoi l'auraient-ils fait? Soudain, la rondelle apparaissait sur leur bâton, comme par miracle. Ils ont appris à se démarquer à la première occasion. Nous sommes devenus une équipe d'habiles passeurs. Au lieu de laisser la rondelle les mener par le bout du nez comme les joueurs de tant d'autres équipes, les Orignaux ont appris à se diriger là où elles n'étaient pas. Certains qu'un coéquipier l'y enverrait. Ils n'auraient alors qu'à s'en saisir pour avoir une magnifique occasion de marquer. Cet hiver-là, le père Leboutier est venu à Pick River pour assister à un match. C'était à la fin de novembre. Et nous jouions depuis un mois déjà. Je ne l'ai pas remarqué dans la foule, mais quand nous nous sommes engagés d'un pas lourd sur la rampe qui menait à la cabane, il a crié mon nom. J'ai été surpris de le voir. En civil, il semblait différent. Il n'avait plus du tout l'air d'un prêtre. Il a souri, comme s'il lisait dans mes pensées. Après m'être changé, je l'ai retrouvé le long de la bande, et nous avons marché jusqu'à sa vieille bagnole. Nous avons parlé du jeu et je me suis laissé bercer par le souvenir de notre amitié. Les autres joueurs jouent mieux grâce à toi, Saul, a-t-il dit. Et eux m'obligent à travailler plus fort. C'est en plein ce que j'espérais en te confiant au Kelly, que le sport t'élèverait. Ils me traitent bien. Les Kelly, mes coéquipiers aussi. Les gens du circuit. C'est extraordinaire. Nous avons roulé pendant un moment avant de revenir au centre communautaire. J'espère t'avoir aidé quand tu étais avec nous au pensionnat, a-t-il dit. Vous m'avez aidé. Je suis fier de toi, Saul. La voiture était garée près du centre. Il m'a entraîné vers lui sur la banquette et serré fort contre sa poitrine. J'entendais son cœur battre. Il m'a libéré, les yeux rivés sur moi. Je ne sais pas quand je te reverrai, a-t-il dit. Je sais. Tu es libre, Saul, libre d'aller où le sport te conduira. Je suis sorti sans un mot et j'ai vu sa vieille voiture disparaître dans un tournant. Son départ a causé en moi une douleur qui a duré pendant des jours. Je ne l'ai jamais revu. Oh putain. Ça fait chier, c'est quand même un perso hyper important. Mais soit. Putain, je n'ai jamais revu ça. Ça fait mal, ça. C'est une figure clé du livre. C'est sûr que dans mon truc en français, je vais devoir parler de Boutier. Hein.
pas mal le GOAT de l'histoire. Bref. Chapitre 29. En février de cette année-là, l'hiver battait son plein. Les Orignaux accumulaient les victoires et la rumeur de nos succès a voyagé bien au-delà du circuit des réserves. Nous participions à un tournoi à Long Lake lorsque, le long de la bande, Virgile me donnait un petit coup dans les côtes avec son bâton. « Des blancs », m'a-t-il dit. Il se tenait derrière le grillage, à un des bouts de la patinoire, loin des habitués. Portant des blousons identiques aux couleurs d'une équipe, ils étaient costauds et visiblement très nerveux à l'idée de se trouver dans la réserve. « Qu'est-ce qu'ils font là ?» ai-je demandé. « On le saura bien assez tôt », a répondu Virgile. En sortant de la cabane, près de la partie, j'ai vu Virgile, les bras croisés sur la poitrine, discuter avec les inconnus. En me voyant, il m'a fait signe de m'approcher. « Ces gars-là voudraient nous affronter », a-t-il expliqué. « Un match amical, à Kapuskasing. »« Vous jouez drôlement bien, a dit le plus grand de la bande. Trop bien pour les autres équipes. »« Nous nous débrouillons, ai-je dit. On se demandait si vous seriez capable de gagner à un autre niveau. Contre nous. Nous vous lançons un défi. » Virgile m'a accroché par le pouce et nous nous sommes écartés un peu. Nous avions affaire à des représentants des Chiefs de Kapuskasing, une équipe senior A composée de types qui travaillaient dans les mines et les scieries. Faisant partie de l'association de hockey du Nord, ils affrontaient des équipes de Schreiber, Terrace, Geraldton, Marathon et Hearst. Ils étaient bons, voire très bons, et la ville de Kapuskasing tirait d'eux une grande fierté. « Un match, a dit Virgile. L'année dernière, ils ont été champions. Pourquoi pas, au fond? On n'a jamais joué en ville. Une patinoire. C'est une patinoire. Peut-être, j'ai en me souvenant de White River. Ces titres de Kapuskasing nous feraient une bonne réputation, a ajouté Virgile. Nous avons déjà une bonne réputation. Ouais, c'est vrai. Mais on peut pas dire que les autres équipes nous poussent beaucoup. On pourrait jouer encore mieux. Il n'y a pas d'autre moyen de s'en assurer. Nous nous sommes regardés. Son envie sautait aux yeux. Il voulait la disputer, cette partie. « On va payer votre essence, vous donner de quoi manger, » nous a lancé le plus grand. « Pour nous, ça vaut ça. »« Tu entends, Saul? On nous fera jamais de meilleure offre que celle-là. »« Je n'ai pas envie de jouer en ville. Je l'ai déjà fait. C'est pénible. »« Tu faisais pas encore partie des Orignaux. Si les autres joueurs sont d'accord, on y va. Point final. » La décision a été prise avant le début du match suivant. L'idée d'un défi excitait mes coéquipiers et je n'ai rien pu faire pour tempérer leur enthousiasme. Ils ne pensaient qu'à l'aréna, à sa glace artificielle et aux vestiaires que nous n'aurions pas à partager, sans oublier les toilettes et les douches. Les douanes, oublier les toilettes et les douches. Le match a été organisé et nous avons commencé à nous entraîner avec une énergie redoublée. Fred Kelly était résolu à aligner une formation de calibre et il nous a poussés à nous dépasser. Nous avons perfectionné notre jeu de passe jusqu'à plus soif. Il nous a montré à dégager la rondelle de notre territoire, à l'immobiliser dans les coins pour provoquer une mise au jeu et à utiliser la vingtaine de mètres qui séparait la ligne bleue pour organiser nos attaques. Les joueurs ont changé. Nos entraînements, en général ponctués de cris bon enfant, sont souvent solennels. Chacun se concentrait. Le silence avait quelque chose de troublant. « Ce n'est plus la même équipe, ai-je dit à Virgile un soir. « Ouais, le problème, c'était mieux qu'avant. »« Je ne trouve pas, moi. Tu as peur, c'est tout. »« Je n'ai pas peur. Je veux juste que les choses redeviennent comme avant. » Nos joueurs n'ont jamais eu l'occasion de se surpasser. Nous sommes déjà très bons. Contre des équipes qui ne nous motivent pas, oui. Une bonne équipe est une bonne équipe. Facile à dire pour toi, Saul. T'es plus doué que nous. Pense donc à nous autres. Au plaisir que tu prendrais à jouer à un niveau supérieur. D'accord? C'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de jouer à Kapuskasing pour cette raison et aucune autre. Je ne voulais pas que les Orignaux échouent. Je ne voulais pas les voir rentrer la mine déconfite, meurtris par le souvenir d'une bataille qu'ils ne pouvaient pas remporter. J'étais prêt à tout pour empêcher ça. Je jouerais au meilleur de mes habiletés. Je ne me laisserais déranger par rien d'autre. Mon équipe avait besoin de moi au meilleur de mes capacités, et c'est pour cet unique motif que j'ai décidé de jouer. L'aréna de Kapuskasing était flambant neuf. La ville y avait investi beaucoup d'argent. La première chose que nous avons remarquée en entrant, ce sont les vitrines pleines de trophées et de photos qui tapissaient les murs. On aurait dit un temple consacré à l'équipe locale. Nous avons étudié les objets exposés, notre sac à la main. Dans notre ligue forestière, on ne décernait pas de récompense. Les gagnants avaient droit à des festins et à des réceptions, mais on n'avait pas d'argent pour offrir des trophées.
C'est Vigile qui a fini par nous tirer de notre rêverie et nous entraîner vers le vestiaire. Vous et les objets brillants, il dit, on jurait des corneilles. Le vestiaire était chaud et bien éclairé. Chaque joueur disposait d'une sorte de petite box, et pour nous mettre en tenue, nous avions largement assez de place pour nous étendre, nous étirer sur le sol. Je sentais la nervosité gagner les orignaux. C'étaient de jeunes Indiens. Ils avaient beau être bûcherons et mineurs en dehors de la glace, les arénas en béton et les vestiaires au sol recouverts de moquettes les intimidaient. Fred Kelly n'avait pu nous accompagner. Son absence ne faisait qu'ajouter à notre fébrilité. À cause de l'horaire prédéterminé des chefs, le match avait lieu en semaine et à la mine, personne n'avait pu le remplacer. Nous avions effectué le trajet de presque 500 km dans un calme étrange empreint de nervosité. Virgile avait tenté par tous les moyens de convaincre les joueurs qu'il avait appris par cœur le plan de match élaboré par Fred. Pourtant, ces derniers restaient tendus. Personne n'a ouvert la bouche et ce calme était perturbant. Nous entendions les spectateurs bruyants passer dans le couloir pour se rendre à leur place. On aurait juré qu'ils étaient des milliers. Leur voix était stridente et excitée. On a cogné à la porte de Virgile d'un pas lourd. Et Virgile d'un pas lourd est allé ouvrir. « J'ai besoin de votre alignement, » a dit quelqu'un. « Notre quoi ?» demandait Virgile. « Votre alignement pour les arbitres et l'annonceur maison. Pas d'alignement. Il nous en faut un. » J'ai donc pris quelques minutes pour inscrire nos noms et nos numéros sur une fiche. Quand je le lui ai tendu, le vieil homme a jeté un coup d'œil et a souri. Ils sont bizarres, ces noms. Cheval indien, loup noir, oreille. C'est pour rire, non? Virgile s'est contenté de le dévisager. Enfin prêt, nous nous sommes levés, chacun attendant qu'un autre prenne l'initiative. C'est un match amical, rien de plus, a déclaré Virgile. Une partie comme les autres. Alors inutile d'en faire une montagne. Jouez comme d'habitude. Soyez des orignaux. Soyez des Indiens. Il nous a guidés vers la patinoire. Le bâtiment faisait penser à une vaste caverne. Des drapeaux et des bannières étaient accrochés aux chevrons. Sous les lumières aveuglantes, la glace avait l'aspect du coton. Les lignes bleues et rouges faisaient un vif contraste. Les poteaux des buts luisaient et derrière eux, les baies vitrées étincelantes s'élevaient au-dessus de la bande. Autour de la patinoire, les sièges qui s'alignaient jusqu'au fond formaient une sorte de bol peu profond. La réunion était bondée. Dès que nous avons sauté sur la glace, les spectateurs ont commencé à crier. Ils ont ri à ma vue. En patinant pour m'échauffer, je les ai entendus me chuchoter. « Le numéro 13, c'est sûrement leur mascotte. »« Non, c'est le papousse. Le 13, c'est leur papousse. »« Hey, toi, le 13, ta maman t'a fait un mot pour te donner la permission de jouer? » Prenant la parole, l'annonceur maison a présenté notre alignement. Nous n'avions encore jamais entendu nos noms amplifiés par des haut-parleurs et nos joueurs ont levé la tête pour bien entendre. La foule réagissait au nom à connaissances particulièrement indiennes, lançaient des railleries et des sarcasmes. Lorsque les chefs ont sauté sur la glace, les spectateurs ont se levé d'un bloc, ont tapé des pieds, applaudi, sifflé et poussé des acclamations. Les adversaires ont tourné en rond de leur côté de la patinoire, avec leur uniforme et leur équipement clinquant. Ils patinaient vraiment bien. Après notre échauffement, nous nous sommes réunis devant notre banc pour les ultimes recommandations. On fait comme d'habitude, a dit Virgile. Si mon père était là, il vous dirait la même chose. Nous devons jouer notre jeu. Notre jeu, coûte que coûte. J'étais sidéré par le talent et la précision des chefs. Ils étaient impressionnants. En tout temps, chacun savait avec exactitude où se trouvaient les autres, et des passes qui semblaient n'aller nulle part étaient saisies par des joueurs en pleine course. On les aurait dit programmés pour viser notre filet et ils s'échangeaient la rondelle sans effort. Ils ont marqué 4 buts au cours des 8 premières minutes de jeu. Selon mon habitude, je suis resté en retrait pour étudier l'adversaire. Nous perdions 5-0 lorsque j'ai trouvé le sens de l'espace derrière mes yeux, la lucidité qui m'était si familière. J'ai fait signe à Virgile qui reprenait son souffle sur le banc et il a hoché la tête. « Petit chef !» a-t-il crié en tapant sur la bande. Après avoir décroché une passe, Stu, petit chef, a foncé vers le banc. Dès qu'il a été à 1 mètre, j'ai sauté sur la glace. Aussitôt que mes patins ont touché la patinoire, j'ai su ce qu'il fallait faire. Faisant soudainement éruption du côté droit, j'ai poursuivi la rondelle jusqu'à fond de leur territoire. Leur défenseur a accueilli le disque au rebond et a coupé derrière le but. Tous ses coéquipiers ont démarré en virant sur l'aile, comme des avions de chasse, exactement comme je l'avais prévu. La première passe, vive et au ras de la glace, était destinée à l'autre défenseur, à mi-chemin de la ligne bleue. Après, le disque serait expédié de l'autre côté de la patinoire, derrière nos avants en repli, à leur ailier gauche, qui le redirigeait en zone libre. Leur centre le saisirait en plein envol. Seulement, ils n'ont pas eu l'occasion de la déployer, cette stratégie. J'étais dans l'angle mort du défenseur.
Quand il a décroché sa passe, j'ai bondi de ma position de l'aile, où j'étais resté en maraudeur. J'étais en pleine accélération lorsque j'ai intercepté la passe transversale de la ligne bleue. J'ai entendu les défenseurs crier avant de s'élancer pour me contrer. Obliquant brusquement sur l'extérieur de mes lames, j'ai fait passer la rondelle sur mon revers et coupé droit devant eux. Ils avaient convergé l'un vers l'autre, et au moment où ils se croisaient, j'ai bifurqué dans l'autre sens. Je me suis retrouvé seul près du cercle de mise au jeu éloigné. Ils n'ont pas pu me rattraper. Me redressant à 5 mètres du but, j'ai baissé les épaules, balancé les hanches et changé de direction 3 fois avant de soulever le disque au-dessus du gardien étendu de tout son long. 5-1. Après, c'est à peine si j'ai quitté la patinoire. Je me suis reposé entre les périodes. Lorsque la troisième a débuté, les chefs avaient l'avantage, 5-4. À ce stade, ils m'avaient pris pour cible, ce qui a eu pour effet de libérer mes coéquipiers. Nos adversaires formaient toutefois une équipe talentueuse et disciplinée. Quand 2 d'entre eux me serraient contre la bande, 3 patineurs patrouillaient dans leur territoire. Mes coéquipiers se sont donnés à fond, mais l'équipe de Kapuskasing, forte de son expérience, nous tenait en échec. Ces joueurs qui savaient garder le contrôle du disque ont provoqué beaucoup de mises au jeu. Le temps nous manquait, mon niveau d'énergie diminuait à vue d'œil. Avec 7 minutes à jouer, j'ai fait signe à Virgile et pris place sur le banc. Je me suis aspergé le visage avec de l'eau avant de m'essuyer à l'aide d'une serviette. Les chefs et leurs partisans flairaient la victoire et le vacarme était assourdissant. Autour de nous, aucun de nous n'avait encore joué dans un tel tumulte. Je pouvais lire la frayeur sur le visage de nos joueurs, à leur retour au banc. La tension était à son comble. Une défaite aurait d'énormes conséquences. J'ai fermé les yeux, respiré, mobilisé, concentré mon énergie. Brusquement, je me suis senti soulevé, élevé au-dessus de mon corps épuisé. Dans mes poumons, l'air, tout d'un coup, était brusquement plus pur. Au passage d'un coéquipier, j'ai levé le gant, il a oublié vers le banc. Je suis entré dans le vif de l'action, soutirant le disque à un chef, à sa ligne bleue. Et je me suis retourné et j'ai décoché une passe canon sur la palette du bâton de Virgile. Le gardien s'est allongé sur le flanc, les jambières sur l'autre, et Virgile a calmement soulevé la rondelle au-dessus de lui. Égalité. Il restait 5 minutes au cadran et j'avais des ailes. Chaque fois que les chefs risquaient une attaque, je la désamorçais. Chaque fois qu'ils essayaient de se désorganiser, je conservais la rondelle, mais livrais à une version effrénée du jeu du chat et de la souris, jusqu'à ce que leur tentative échoue. Les spectateurs criaient à leurs favoris de me frapper, mais j'étais trop rapide. Je pivotais sur moi-même, je dansais, j'exécutais des boucles de casse-cou. Je patinais comme je n'avais jamais encore patiné. Je réussissais des passes en apparence impossibles. J'effectuais des mouvements qui faisaient rugir la foule. J'effectuais des mouvements... Puis, avec moins d'une minute à jouer, j'ai enlevé la rondelle à un défenseur des chefs. Il s'est retourné en zone libre. À la vitesse de l'éclair, je me suis emparé je m'en suis emparé une main sur le bâton. Me servant de mon autre bras, j'ai traversé la ligne du centre. Les spectateurs, debout, criaient à leurs favoris de m'arrêter. J'ai levé les yeux devant moi. Le gardien lentement retraitait dans sa cage. Sur le banc, les orignaux hurlaient à tue-tête. Le temps a alors ralenti. J'attendais la morsure des lames de patin sur la glace. J'ai entendu ma respiration. J'ai traversé la ligne bleue, mais tout était teutonneux, alangui. Du bout de la lame de mon bâton, j'ai poussé la rondelle devant eux. Roulant les épaules, j'ai foncé vers le but. Je voyais le gardien plisser les yeux derrière son masque. À environ 4 mètres, j'ai feinté en laissant tomber une épaule. Il n'a pas mordu. J'ai fait mine de tirer du poignet, mais au dernier instant, j'ai fait retourner mon bâton et ramener le disque vers moi tout en virant brusquement de sorte que je faisais dos au but. Le gardien m'a suivi à l'autre extrémité du filet. J'ai vu ce tout petit chef s'avancer de l'autre côté et je lui ai fait une passe vive et précise. Il n'a eu qu'à pousser la rondelle du côté des airs du but. Je n'ai pas vu venir le défenseur des chefs. Il m'a frappé violemment et je me suis écroulé contre la bande. Quand j'ai réussi avec effort à me redresser, un genou sur la glace, les orignaux se sont rués vers moi, m'ont enseveli sous leur poids. En signe d'allégresse, ils m'ont bombardé de petits coups. Lorsque nous sommes désempêtrés, la glace était jonchée de débris. La foule debout nous acclamait. Quand j'ai regagné le banc, avec 30 secondes à jouer, les spectateurs m'ont applaudi encore plus fort. On a dégagé la patinoire et je suis resté sur le banc. Tandis que, après la mise au jeu, nos joueurs contrôlaient la rondelle pour écouler le temps. Pendant que les secondes s'étreignaient, mes coéquipiers se sont levés sur le banc. Quand la sirène a retenti, ils ont enjambé la bande. Moi, j'étais trop fatigué pour bouger. Enfin, les chefs se sont alignés pour nous serrer la main et j'ai quitté le banc pour participer à la cérémonie. Un à un, ils m'ont saisi la main en hochant la tête. La foule applaudissait toujours. Nous avons retraité au banc, puis regagné le vestiaire. Près de la sortie, quelqu'un m'a arrêté pour me dire que j'étais la première étoile du match. Je n'ai pas compris. La première étoile, expliquait Virgile, comme
La première étoile, expliquait Virgile. Comme à la soirée de hockey, tu sais bien? Je ne retourne pas sur la patinoire. T'as pas le choix, c'est la tradition. Je ne suis pas certain de l'aimer, cette tradition. Autant t'y habituer et tu continues comme ça. La voix de l'annonceur maison a alors retenti. Voici maintenant le choix des 3 étoiles de la partie. La première étoile, les orignaux de Manitowoc-Gay, Saul Cheval Indien! Cheval Indien! Je m'attendais à des huées. Mais quand je suis avancé lentement vers le centre de la patinoire avant de faire demi-tour, j'ai entendu dans toute l'aréna des applaudissements et des battements de pieds, semblables à des roulements de tonnerre. Devant les yeux, je me suis rendu compte que tous les spectateurs étaient debout. Quand j'ai levé mon bâton en signe d'appréciation, les acclamations ont redoublé d'intensité. J'ai patiné jusqu'au banc, où m'attendait Virgile, tout sourire. Ça vaut mieux qu'un maudit trophée, non? A-t-il demandé. Ça fait l'affaire, ai-je répondu en esquissant un large rire. On rentre maintenant? Ok, on rentre maintenant. Bon, c'est la fin de la partie, l'étoile et tout. C'est la fin du chapitre 30. Chapitre 31. Le match que nous avons joué contre les chefs de Kapusaking nous a sortis de notre cocon. Une fois ébruité la nouvelle de l'équipe d'Indiens qui avait vaincu les champions de la Ligue Senior A, tout le monde a voulu nous affronter. Je n'étais pas enthousiaste et Fred partageait mes appréhensions. En revanche, Virgile et les autres étaient résolus à accepter les défis. Ils pensent que le sport leur appartient, ai-je dit. Je l'ai appris à mes dépens, du temps du pensionnat. Virgile a foncé les sourcils. Ils jouent au hockey pour les mêmes raisons que nous, pour les sensations qu'ils procurent. À ma connaissance, elles appartiennent à personne. Ouais, bon, on verra. Au lieu de voyager dans le nord comme nous en avions l'habitude, nous avons mis le cap sur les petites villes disséminées le long de l'autoroute transcanadienne, des endroits où nous avions entendu parler et par où nous étions passés mais sans jamais nous y arrêter. Pourquoi l'aurions-nous fait? Il y avait des équipes partout, toutes désireuses d'affronter ces morveux d'Indiens de Manitowoc-Gay. Nous avons perdu quelques matchs et nous en avons gagné plus que notre part. Mais nos déplacements se déroulaient dans une atmosphère moins joyeuse. Dormir dans un motel de Timmins était moins invitant que de loger chez l'habitant de Batchewana. Dans les arénas, l'air était immobile. On ne sentait pas le vent du lac balayer la ligne bleue. On ne pouvait pas suivre une volée d'oies blanches caccardant dans le ciel. Pas de petits Indiens courant chercher l'hirondelle égarée dans la neige. Pas de doigts bruns noués au grillage derrière le filet. Les surfaceuses remplaçaient les bandes de bénévoles en bottes de caoutchouc et en ciré qui arrosaient la glace. Dorénavant, les rangées de sièges rouges, les tableaux indicateurs électroniques et les cochonneries servies par des barquettes en styromousse constituaient la norme. Sans oublier les sonorités mordantes des railleries et des insultes proférées en anglais que les spectateurs faisaient pleuvoir sur nos têtes. Elle ne vaut rien, cette surface, et un jour disait Virgile d'un ton gaillard. Sur une glace extérieure, il faut vraiment savoir patiner. C'est de la glace d'aréna, répondit Virgile. Elle est partout pareille. Justement, c'est plus facile. À Iron Bay, la surface était inégale à cause du vent qui souffle entre les épinettes noires et forme des sillons et des crêtes. Plus facile, mais pas nécessairement mieux. C'est juste plus facile. Nous jouions une fois toutes les 2 semaines, plus ou moins. C'était de grands événements, surtout parce que les gens étaient curieux de voir si les Indiens savaient patiner pour vrai, s'ils pouvaient jouer convenablement. Même si je n'avais aucune envie d'être là, je me suis donné pour mission de leur montrer de quoi nous étions capables. Les joueurs blancs essayaient de me malmener, mais je me servais de ma vitesse pour les laisser en plan. Ils me harponnaient, m'assonnaient de coups de coude, de tête et de bâton, mais je réussissais toujours à m'esquiver le temps de réaliser un jeu, à faire naître la magie du chaos. Les orignaux me défendaient. Je réussissais toujours à ignorer un coup salaud pour profiter d'une occasion de marquer, mais mes coéquipiers n'acceptaient pas ce traitement. L'accueil froid et hostile qu'on nous réservait leur inspirait un vif ressentiment. Pour eux, le hockey avait toujours été un sport de gentlemen, dur et brutal, du moins aux yeux de certains, mais propre. Les équipes des réserves et les communautés d'où elles étaient issues les avaient toujours reçus comme des membres de la famille. Désormais, on assistait à des mêlées générales. Un jour, j'ai été terrassé par un coup violent porté dans mon dos, et mes coéquipiers ont quitté notre banc. La bagarre a été horrible. Les arbitres ont mis au moins 20 minutes à rétablir le calme. Une fois toutes les pénalités décernées, les équipes n'avaient plus que 4 joueurs d'avant, 2 défenseurs et un gardien de but chacune. La foule était déchaînée. Les spectateurs ont fait pleuvoir des déchets sur nos têtes. Certains ont pissé et chié dans notre vestiaire. Les pneus de la fourgonnette ont été crevés. Personne n'a parlé après la partie, que nous avons perdu par 2 buts. Mes coéquipiers ne se sont pas départis de leur rancœur et les matchs que nous avons joués par la suite ont été plus durs et plus violents, disputés plus âprement. Un jour, à Hearst,
au terme d'une partie qui avait une fois de plus dégénéré et où le sang avait giclé pendant une bagarre épique survenue en troisième période, ils ont refusé de serrer la main de leur adversaire. Devenus revanchards, ils ont pris l'habitude de riposter avec leurs poings au moindre coup bas. Dans le temps de le dire, les orignaux, des garçons joyeux, se sont transformés en hommes durs et taciturnes. Puis nous inscrivions, puisque nous inscrivions des victoires, aucun d'eux n'a toutefois osé proposer de revenir à notre point de départ. Je me suis donc efforcé d'aiguiser ma concentration. Je me suis exercé à accélérer le déclenchement de ma profonde vision de jeu. Je tenais à épargner à mes coéquipiers l'indignité des bagarres générales. Je tenais à préserver l'esprit du jeu qui leur avait été inculqué, à leur permettre de jouer avec la liberté et l'abandon d'autrefois. J'ai mis les bouchées doubles pour me connecter à cette vision. Je décodais de plus en plus les équipes que nous affrontions. Leurs joueurs avaient grandi de la même façon, avec les mêmes principes d'entraînement, les mêmes conceptions du sport. À cause de l'encadrement auquel ils avaient été soumis, l'idée qu'ils se faisaient de la fluidité et du mouvement était fortement limitée, et ils s'aventuraient rarement en dehors du carcan normatif auquel on les avait habitués. J'ai exploité cette situation à mon avantage, mais tout, nous avons complètement abandonné le circuit des réserves. Nous étions invités à participer un peu partout à des tournois où de grosses sommes étaient en jeu. Au cours de ce premier hiver, nous avons gagné de quoi nous offrir de nouveaux uniformes. Tout le monde était emballé. Puis nous nous sommes butés au cœur noir de l'Ontario des années 60. Nous étions haïs, carrément haïs. Pas d'autre mot possible. Les orignaux étaient sortis de la forêt dans l'intention de se mesurer aux meilleures équipes. Notre arrivée dans ces petites villes, nous nous attendions à jouer des matchs à la régulière, des matchs justes et équitables, bâton contre bâton, du début à la fin. Les autres nous voyaient comme des Indiens, rien de plus. Ils voyaient des visages bruns là où ça aurait dû être des visages blancs. Nous étions un corps étranger en leur sein. Nos victoires ne faisaient qu'envenimer la situation. Chapleau était une petite ville forestière située à l'est de Wawa, et son tournoi tirait des équipes venues d'aussi loin que Timmins et Sudbury. Un grand prestige y était associé. Les matchs étaient âpres et durs. Nous avons eu toutes les peines du monde à vaincre l'équipe de Sault-Sainte-Marie pour le championnat. Mais nous y sommes parvenus. Nous avons une longue route à faire jusqu'à Manitouwadge, où dès le lendemain matin, les garçons devaient reprendre le travail. Nous avons donc décidé de dépenser une partie de nos gains en nous arrêtant à casser la croûte à Devon, une toute petite ville située non loin de Chapleau. Il n'y avait pas grand-chose là-bas, mais le café de l'hôtel paraissait convenable. En y entrant, nous avons aperçu une autre porte, laquelle donnait accès au bar. Chaque fois qu'elle s'ouvrait, nous entendions la musique d'un jukebox et le rire des clients. Nous étions seuls dans le café. Nous nous sommes installés aux tables qui surplombaient la rue. La serveuse a pris nos commandes lorsqu'un homme est entré. Nous nous relations en riant certains faits saillants de nos matchs. Nous avons jeté un seul coup d'œil, l'homme s'est dirigé vers le bord. Nous n'avons pas fait attention. La musique du jukebox s'est tue. Devant les yeux, j'ai vu les hommes qui entraient dans le café, l'un à la suite de l'autre. C'était des ouvriers, des types costauds et forts, au visage sévère. Quelques-uns ont pris place sur des tabourets, tournés vers nous. Les autres ont encerclé nos tables. Ils étaient 8 en tout. On peut dire que vous pétez plus haut que votre cul, les gars, déclarait un grand à la peau basanée, en se penchant sur la table où j'étais assis avec Virgile. Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler, répondit Virgile d'un ton neutre. Ben, vous gagnez un petit tournoi de hockey minable, puis vous pensez que ça vous donne le droit d'entrer ici et de manger comme des blancs, poursuivit l'autre. On est juste là pour manger, dit Virgile. On peut pas singer personne. Je veux pas au plus faire avec moi, petit gars. Virgile s'est levé en repoussant sa chaise. Petit gars, a-t-il demandé, ils font quelle taille, les hommes là d'où tu viens? Ils sont pas mal plus gros que toi, en tout cas. Veux-tu me dire ce que tu veux dire maintenant? C'est qu'il y a un prix à payer pour manger ici. On a l'intention de payer comme les autres. On mange pas avec des Indiens. Je me souviens pas de t'avoir invité, rétorquait Virgile. L'homme a souri, puis il a saisi Virgile par l'épaule. C'est pas à toi de nous inviter. Tu veux manger ici? Faut que tu sois prêt à te battre. Qu'est-ce que tu chantes, là? Ben, chaque fois qu'un Indien prétentieux dit de bouffer ici, on l'emmène dans la ruelle, où il y a un endroit qu'on appelle le Moccasin Square Garden. Tu entres ici après être passé par là, et tu manges tant que tu veux. On verra ceux d'entre vous qui sont assez des hommes pour revenir. Je sens qu'on va s'amuser, a dit Virgile en se penchant pour boire un peu d'eau. Il a reposé le verre sur la table. Toi le premier, a dit l'homme. Garde-moi ma place, Saul, je reviens tout de suite.
Les hommes ont escorté Virgile, et 3 autres types se sont plantés devant la porte du bord pour nous bloquer le passage. Ils tenaient des manches de hache, et Berluet nous sommes restés là, incertains de la conduite à tenir. Dans la cuisine, le cuistot et la serveuse chuchotaient entre eux. Des bruits de véhicules roulaient dans la neige fondue de la rue. Une voiture de police est passée et nous avons échangé un regard. Nous sommes restés cloués à nos chaises. Ils ont ramené Virgile. Il avait du sang autour de la bouche et une coupure sur la tempe. Il s'est essuyé les lèvres du revers de la main, puis après s'être assis, il a contemplé ses doigts, croisés sur la table. Ils ont amené un autre joueur. Pendant les 20 minutes suivantes, les hommes ont sorti avec tous les orignaux un à la fois. L'odeur d'urine devenait de plus en plus prononcée. Quand il n'est plus resté que moi, le grand type s'est penché sur notre table. Tu joues sacrément bien au hockey, petite vedette. En plus, t'es qu'un gamin. T'as droit à un laisser-passer. Mais apprends à tenir ton rang. La prochaine fois, tu risques d'être moins chanceux. Il nous a soufflé un baiser avant de s'éloigner. Les autres lui ont emboîté le pas. Dès leur retour dans le bar, le jukebox s'est réanimé et nous avons entendu des rires et des tintements de verre. Il trinquait. J'ai balayé des yeux les visages de mes coéquipiers. Aucun d'eux n'avait bougé. Nous fixions la table. Ils avaient été battus. Pas trop sévèrement. Aucun d'entre eux n'avait besoin de soins médicaux, mais ils étaient coupés et blessés. Je les sentais vaincus. Allons-nous-en, a dit Virgile, après s'être éclairci la voix. Nous sommes sortis en silence et nous avons pris place dans la fourgonnette. Virgile m'a fait signe de m'asseoir à l'avant. Nous nous sommes engagés dans la rue, puis sur la grande route. Personne n'a rien dit. La puanteur de l'urine et des crachats était atroce. Quelqu'un a allumé une cigarette et l'odeur âcre du tabac était un soulagement. C'est pour dire à quel point ça sent la marde. Si une odeur de cigarette, c'est un soulagement. Virgile a foncé vers l'ouest sur la route qui nous ramenait chez nous. La nuit est tombée. Pendant des kilomètres, nous avons entendu seulement le sifflement des pneus. Nous avons roulé pendant des heures avant que le Virgile ouvrit enfin la bouche. Il a prononcé 5 mots. 5 mots qui m'ont effrayé et mis en colère en même temps. Et ils nous ont pissé dessus. Les kilomètres s'étreignaient. Puis nous avons entendu quelqu'un tousser au fond de la fourgonnette. Et le bruissement de corps se préparant à dormir. Nous avons traversé White River vers minuit. C'était alors qu'il m'a raconté. Dehors, ils m'ont encerclé. Le premier a foncé sur moi. Ça y était. Mais il s'est contenté de me pousser. Et un autre m'a agrippé et fait tourner sur moi-même. Puis on m'a frappé en plein visage. Ensuite, un autre m'a accroché et j'ai reçu un coup de plus. Ils m'ont poussé en cercle et donné des coups de poing et des coups de pied. Quand je suis tombé tout étourdi, il y en a un qui m'a pissé dessus. Pareil pour les autres. Je n'ai rien trouvé à répondre. Au bout de quelques kilomètres, il a repris la parole. Tu veux que je te dise ce qui m'a fait le plus peur, Saul? Ils n'ont pas crié ni juré, rien du tout. Ils ont fait ça en silence. C'était comme si c'était une chose banale. J'aurais jamais pensé que des hommes puissent être aussi froids. Ils nous haïssent parce que nous avons gagné? Ai-je demandé. Ils nous haïssent à cause de la couleur de notre peau. On n'a rien fait. On a dépassé une limite, leur limite. Ils se sont dit qu'ils avaient le droit de nous le faire payer. Ils l'ont? Je sais pas, a-t-il répondu. Des fois, je me dis que oui. Virgile? Ouais? Je ne dirai rien à personne. Parfait, a-t-il dit. Nous autres non plus. Et nous avons tenu parole. Il nous est arrivé de regarder et de savoir à quoi l'autre pensait. Ils étaient explicites, ces coups d'œil. Ils renfermaient la souffrance, la honte et la rage. Les Blancs croyaient que les Blancs croyaient que le hockey leur appartenait, que le monde leur appartenait. Dernier chapitre de la vidéo, et on s'approche de l'heure, 32, chapitre 32. Après, j'ai commencé à remarquer certains détails. J'ai commencé à voir une ligne se former dans les arénas où nous jouions. La rangée de sièges vides qui séparait les Indiens des Blancs venus assister au match. Les policiers montaient la garde devant les entrées par où les nôtres devaient passer. J'ai constaté que de nombreux joueurs de l'équipe adverse refusaient de retirer leurs gants pour nous serrer la main après la partie. Certains ne se donnaient même pas la peine de quitter le banc. Et j'en ai glissé un mot à Virgile qui a eu un regard noir. Patinoire blanche, joueur blanc, a-t-il déclaré. Le hockey lave plus blanc. Les Orignaux ont été invités à jouer dans une petite ville appelée Espanola. C'était loin, mais l'équipe locale, les Lumber Kings, avait gagné le championnat 2 années de suite. Certains de leurs anciens joueurs avaient atteint la Ligue junior majeure A et une poignée d'entre eux avaient même rejoint les rangs de la Ligue nationale de hockey. C'était une équipe réputée et seules les meilleures équipes étaient invitées au tournoi annuel d'Espanola. On n'avait encore jamais accueilli d'équipe autochtone, malgré quelques appréhensions. Virgile nous a convaincus d'accepter l'invitation. On gagne le tournoi et on a de quoi verser un acompte sur un minibus pour l'équipe, a-t-il dit. Montrons à tous ces gens ce que nous savons faire. Nous formions une équipe connue à l'époque.
Quand la fourgonnette s'est arrêtée devant l'aréna d'Espanola, j'ai senti des regards se poser sur nous. C'est lequel le surdoué? A demandé quelqu'un. C'est sûrement le gros. Non, je gage que c'est le petit, celui qui a de grosses mains. Pendant que nous nous dégourdissons les jambes avant notre match contre les Nuggets de North Bay, la foule nous a hués. Pendant la présentation des joueurs, les spectateurs ont tout de suite su vers qui cibler leur énergie. « Hé, cheval indien! Il va te porter malchance, ce numéro 13! Ça va te prendre un corbillard indien pour sortir d'ici! On va t'y calper, chef! » Sur le banc, Virgile s'est tourné vers moi en souriant, dans l'espoir de me remonter le moral. On a dépassé l'heure en passant. L'équipe de North Bay faisait plaisir à voir. À leur façon de se déplacer la rondelle, on comprenait que les joueurs étaient bien dirigés. À cause de son travail, Fred Kelly nous accompagnait rarement et dans ce cas précis, j'ai regretté son absence. Les joueurs de North Bay ne couraient pas de risques inutiles. Ils jouaient efficacement et aucun d'eux ne s'éternisait avec la rondelle. Ils ne craignaient pas d'interrompre le mouvement et de battre en retraite quand ils se rendaient compte qu'une offensive n'allait nulle part. Leurs défenseurs étaient solides, sans être spectaculaires, plus axés sur la défense que l'attaque. Ils ne paniquaient pas et effectuaient des passes précises. Les joueurs des Nuggets étaient aussi d'excellents patineurs. Par comparaison, nos joueurs à nous semblaient maladroits. Peu après le début de la partie, ils avaient déjà marqué 2 buts. Virgile s'est laissé lourdement tomber sur le banc à côté de moi et m'a donné une bourrade dans les côtes. « T'as peur d'eux ou quoi? » a-t-il demandé. « Ils sont bons. »« Ouais, t'aurais pas envie de nous donner un coup de main des fois? » J'ai hoché la tête. J'ai observé le jeu pendant encore quelques minutes. Quand une de leurs offensives a déraillé à notre ligne bleue et qu'ils ont renvoyé le disque aux défenseurs restés derrière, j'ai eu toute l'information dont j'avais besoin. Au passage de Virgile, j'ai soulevé mon bâton. Aussitôt, il a obliqué vers le banc et j'ai enjambé la bande. Franchissant sur notre ligne bleue, j'ai foncé vers une mêlée le long de la rampe et délogé la rondelle. Elle a glissé vers un de leurs joueurs. J'ai fondu sur lui à la vitesse de l'éclair. Comme mes patins ne faisaient aucun bruit, il a été surpris. Il a précipité une passe vers le centre. Un de nos défenseurs a intercepté le disque et nous avons lancé une contre-attaque lorsque nos adversaires ont convergé vers nous dans l'intention de la contrer. J'ai patiné le plus vite possible sur le flanc droit sans me préoccuper de la rondelle. En franchissant la ligne au centre, j'ai vu leurs défenseurs serrer les rangs avec nervosité. Ils sont venus vers moi, mais coupant brusquement vers le jeu, je suis passé devant notre ailier droit à toute vitesse. Il m'a abandonné la rondelle. Avec elle, j'ai traversé notre ligne bleue en décrivant un large virage. Je sentais l'air me fouetter le visage et mon chandail battait au vent. Les spectateurs se sont levés d'un bloc. Jamais encore je n'avais patiné aussi vite. Quand leurs avants se sont rapprochés, j'ai effectué une sorte de pivot échevelé au centre et un autre dans la direction opposée, tout près de leur ailier gauche. J'ai de nouveau attiré les défenseurs vers moi en franchissant la ligne bleue et décroché une jolie petite passe entre mes patins. Joe, chef Aigle, notre ailier droit, l'a saisi. Il s'est retrouvé seul devant le gardien qui l'a battu d'un tir du poignet. Je n'avais jamais entendu un tel vacarme. Des acclamations entremêlées de huées et de battements de pieds effrénés. Pendant que je retournais au banc, une pluie de tasses vides s'est abattue sur la glace. « Il joue bien, mais le jeu rapide les déstabilise. » Et je dis à Virgile. Il m'a tapoté le dos avant de conférer à voix basse avec les joueurs assis sur le banc. À partir de cet instant, nous avons haussé notre intensité d'un cran à chacune de nos présences. J'ai joué pendant 40 minutes. J'étais en nage. Mon équipement pesait des tonnes et nous l'avions emporté facilement par 7 à 4. La moitié des joueurs de l'autre équipe a refusé de nous serrer la main. Le lendemain matin, nous avons eu à faire face aux Clippers d'Owen Sound. L'aréna était bondée. Une fois de plus, la foule était déchaînée. Les Clippers misaient sur leurs patineurs infatigables. Des travailleurs acharnés connus pour leur robustesse. Ils formaient aussi l'une des équipes les plus lourdes que nous ayons affrontées. Lorsque je me suis avancé pour une mise en jeu, le centre du premier trio, qui me dominait outrageusement, a lancé « Attention à ta tête, microbe! » J'aurais mieux fait d'écouter ces paroles de mauvais augure. Peut-être aurais-je dû prévoir la suite, en déduire qu'il avait l'intention de donner un violent coup de bâton au mien avant que la rondelle touche la glace. Je n'ai rien vu venir. Du moins jusqu'à ce que je reçoive un brutal double échec dans le dos en voulant récupérer une rondelle dans le coin. Le coup était si brutal que j'ai perdu pied à heurter la bande. J'ai entendu des rires fuser dans les estrades. Mon casque était calé sur mes yeux. Quand je me suis relevé en le redressant, quelqu'un m'a fait trébucher avec son bâton et je suis tombé de nouveau. J'ai entendu d'autres rires. Les spectateurs tapaient sur la baie vitrée au-dessus de moi. Lorsque je me suis relevé pour de bon, le jeu s'était déplacé à l'autre bout de la patinoire et j'ai dû la suivre. Après les coups, on continue de pleuvoir. Les Clippers me frappaient à la moindre occasion. J'ai reçu des coups de bâton par derrière. J'ai été victime de double échec et de coups de coude. J'ai été retenu. On m'a fait trébucher. Lorsque quelqu'un avant-bras
Lorsqu'un avant-bras m'a écrasé le visage contre la baie vitrée, je me suis retourné vivement. Mon casque est tombé. Je me suis retrouvé face au centre géant. Il a laissé tomber les gants et écarté les patins en posant sur moi un regard noir. « Qu'est-ce que tu vas faire, baiser de squack ?» a-t-il demandé. J'ai jeté un coup d'œil au banc. Debout, Virgile m'observait. Quand je me suis penché pour récupérer mon casque, les huées ont retenti. Les déchets jonchaient la patinoire. La foule était frénétique. De retour sur le banc, j'ai avalé une longue gorgée d'eau. Je sentais les regards de mes coéquipiers peser sur moi. J'ai fixé mes pieds. « Prends pas ces coups salauds au sol, m'a dit Chef Aigle. Avec ces chiens sales, c'est coup pour coup. Pas moyen de faire autrement. C'était pas mon style, ai-je répondu. T'as intérêt à changer de style dans ce cas-là. À l'occasion de ma présence suivante, les spectateurs se sont aussitôt pris à moi. Tiens, si c'est pas le grand chef poule mouillé, les sauvages sont censés porter des peintures de guerre, pas du maquillage. Frappe-les donc avec ton sac à main, cheval indien. Lorsque je me suis penché pour la mise au jeu, le centre m'a soufflé un baiser. Fillette, a-t-il craché avec mépris en m'arrachant mon bâton d'un coup du sien, dès que la rondelle a touché la glace. Quand je me suis éloigné, il a levé les bras en l'air et la foule a rugi. Ils ne m'ont jamais lâché. Après, j'étais couvert de bleu et de meurtrissures. Et nous avons perdu. La défaite fait encore plus mal que le reste. Dans le vestiaire, j'ai appliqué de la glace sur les endroits les plus douloureux. Devrait dur à cuire, ces gars-là, a remarqué Virgile. On aurait pu gagner, ai-je dit. Pas facile quand on ne te laisse pas patiner. Les arbitres, ils étaient où au juste? Là, t'as l'air d'un pleurnichard. Et tu as vu ce qu'ils m'ont fait? Oui, j'ai tout vu. Et j'ai aussi vu ta réaction. Je suis un peu heureux pour toi. Ouais, je pense que t'es mort de trouille. Si j'étais aussi petit que toi, j'aurais peur moi aussi. Il y a des colosses dans ce tournoi. Maintenant qu'ils savent comment te ralentir, ça va être difficile pour toi. Virgile avait vu juste. C'était effectivement devenu difficile. Nos adversaires m'opposaient toujours leurs joueurs les plus gros et les plus robustes. Leurs joueurs de finesse affrontaient nos autres trios. Quand ils essayaient de me venger, mes coéquipiers écopaient des pénalités et nous avons souvent joué en désavantage numérique. Les orignaux en bavaient. J'avais mal partout. J'avais reçu de si nombreux coups de bâton sur les cuisses que je sentais les signes avant-coureurs de crampes. Au début du match suivant, que nous devions absolument gagner pour rester dans le tournoi, je n'étais pas certain d'avoir encore assez de ressources. Pour la première fois depuis que je n'aurais su dire quand, je n'ai pas réussi à convoquer ma vision du jeu. J'étais incapable de le décoder. Je me sentais impuissant. J'avais l'impression d'être un raté. Pendant ma première présence sur la patinoire, les deux défenseurs de l'équipe adverse m'ont violemment plaqué contre la bande, et pour faire bonne mesure, ils m'ont frotté le visage contre la baie vitrée. Quand je me suis retourné, le plus gros des deux m'a poussé dans la poitrine et je me suis de nouveau écroulé contre la bande. Il a attendu que je me ressaisisse et que je corrige la position de mon casque. Quand je me suis éloigné, il a craché à mes pieds et la foule m'a hué à qui mieux. De retour au banc, je me suis aspergé le visage d'eau. Des crachats, il en pleuvait. Venus des sièges au-dessus de nous. J'ai entendu les spectateurs me traiter de tous les noms inconnus sur la baie vitrée. En me retournant, je me suis retrouvé face à un garçon qui devait avoir dans les 9 ans. « Maudit peureux !» a-t-il articulé silencieusement. L'homme à côté de lui a serré son épaule. À présent, tous les spectateurs debout gesticulaient, avaient pris notre banc pour cible. L'arbitre, arrêtant le jeu, s'est dirigé vers l'annonceur maison. La foule a mis 5 bonnes minutes à se calmer. Pendant que des préposés ramassaient les déchets jetés pendant la patinoire, nous avons retraité au vestiaire. Je suis resté là, tête baissée. Personne n'a rien dit. J'ai regardé autour de moi, mais aucun de mes coéquipiers n'a voulu croiser mon regard. Dans ce bas monde, il y a des moments où il n'y a d'autre choix que de se regarder soi-même, sans complaisance. Le défi auquel vous faites face vous consume les entrailles. Je savais que mes coéquipiers voulaient que je cède, que je laisse tomber les gants et que je me batte. Je m'y refusais. Je ne renonçais pas à ma vision du jeu. Je ne renonçais pas à l'image rêvée que je me faisais, à la liberté, à l'élan et à la joie que le hockey me procurait. Le jeu n'appartenait à personne et personne ne pouvait m'en déposséder. Le père Leboutier l'avait dit. Le hockey est à Dieu. Cette idée m'était étrangère, mais je savais, sans le moindre doute, que le hockey était toute ma vie. Dans cet horrible silence, je suis resté là à ronger mon frein, furieux. Quand l'arbitre a cogné à la porte, je me suis levé et je suis sorti avec les autres. Avec eux, j'ai marché lourdement dans le couloir et, une fois sur notre banc, j'ai regardé la foule. Puis j'ai soulevé mon bâton et, sautant de nouveau sur la glace, je me suis réapproprié la partie. Sur patin, aucun de ces joueurs ne pouvait rivaliser avec moi.